Bonjour à tous et à toutes. Je me présente, donc je suis Constance Garouté, psychologue clinicienne au sein d'une clinique sur Bordeaux et donc également doctorante en psychologie de la santé au sein du laboratoire de psychologie de l'Université de Bordeaux. Voilà, je tenais avant de commencer ma présentation à vous remercier pour la chance et aussi cette opportunité que vous nous donnez de pouvoir présenter nos travaux. Donc la thèse, mon travail doctoral porte sur la mise en place et l'évaluation d'un accompagnement basé sur la rétrospective de vie en soins palliatifs. Et aujourd'hui, je vais donc vous présenter la première étude de ce projet qui porte donc sur le travail cognitivo-émotionnel et la rétrospective de vie en soins palliatifs. Je tiens également à vous préciser que aujourd'hui, je vais surtout vous parler du cadre théorique ainsi que la mise en place de cette étude, car l'analyse des résultats se fait actuellement. Donc voilà, je vous propose que l'on commence. Donc pour la fin de vie, c'est un processus psychologique inhérent à la fin de vie, le processus psychologique, pardon, inhérent à la fin de vie est donc multifactoriel et peut venir s'inscrire dans la continuité du vécu de la maladie grave. Il entraîne donc de profonds retentissements chez le patient où une souffrance intrinsèque l'anime. Clément, je crois, ce matin, parlait de total pain, c'est un petit peu ça, où il y a donc plusieurs facteurs qui co-construisent cette souffrance. Les angoisses de mort, qui sont donc l'état dans lequel les expériences individuelles, telles que l'appréhension, l'inquiétude, la peur, sont reliées à la peur et au mourir. Le sentiment d'être un fardeau pour sa famille, donc qui peut venir chez le patient hâter son désir de mort ou bien entraîner des idéations suicidaires. La solitude, qui est une caractéristique centrale de la fin de vie et qui est aussi renforcée par cette souffrance. L'inquiétude que le patient peut avoir pour sa famille dans le fait de les voir souffrir ou de les laisser. La perte, on pourrait plutôt même dire les pertes, donc de soi, de dépendance, d'espoir, dans plusieurs sphères donc de sa vie. L'impact de la fin de vie entraîne aussi à redessiner son identité et donc à y inclure la mort. Erikson est un auteur majeur dans le développement de l'identité et il a pu construire la théorie du développement psychosocial qui se déroule donc sur 8 stades. Je vais donc m'axer sur les 2 derniers stades que vous voyez en gras sur cette diaporama. Donc, le stade qui porte sur la générativité versus stagnation, c'est une longue période de la vie. Il faut savoir que l'individu va porter un intérêt particulier pour la génération suivante, pour la guider, mais aussi sentir qu'il peut venir répondre à ses besoins. C'est-à-dire qu'il va chercher à procréer, à s'impliquer différemment d'un point de vue sociétal ou bien professionnel. Il cherche alors à venir élargir ses intérêts et réaliser une sorte d'immortalité en réalisant des projets qui laisseront une trace dans le temps. L'individu va alors chercher à découvrir sa place dans le cycle de la vie. Cependant, donc, s'il n'y a pas d'engagement de la part de cet individu dans ce laisser la trace, il va venir développer un état de stagnation dans sa croissance personnelle. Et cette adaptation à l'échec de la générativité peut entraîner un désinvestissement social et une existence sans but précis. L'autre stade, qui porte sur l'intégrité versus désespoir, est quant à lui une synthèse des résultats qui viennent découler des expériences antérieures. L'individu conçoit sa vie comme un tout cohérent et satisfaisant, acceptant d'être le seul responsable et se rendant compte qu'il a pu vivre sa vie comme il le souhaitait. La mort devient alors pour lui moins terrifiante, davantage acceptée. On observe alors un changement d'ordre spirituel. Néanmoins, si cela n'est pas le cas, l'angoisse concernant sa propre mortalité se présente, entraînant avec elle désespoir, perte de sens, insatisfaction. Des questions sur le sens de la vie émanent et peuvent entraîner la personne à faire l'expérience d'une dimension transcendante. Cette dimension fait partie intégrante de la lutte pour élargir ce qu'on appelle en psychologie le moi, au-delà des frontières universelles de l'expérience et d'atteindre de nouvelles perspectives sur cette dernière. L'individu acquiert une plus grande importance subjective dès lors que l'on approche de sa fin de vie. C'est la confrontation à sa propre mortalité qui tend à une plus grande conscience de son histoire de vie et vient faire du lien et entraîne l'individu à faire du lien entre ses différentes expériences de vie.
Dans une des études de Montross, Thomas et qui a été faite en 2018, ils ont pu observer que l'annonce de la phase terminale, donc chez les patients, entraînait un changement de perspective. En effet, les chercheurs relataient que les patients se concentraient plus à l'ouverture à de nouvelles expériences, à la réflexion, l'introspection, le relativisme des valeurs, la tolérance, la spiritualité et ou la religion. Donc les patients entendent que leurs actions finales aient un impact sur leur héritage. Aussi, la restauration du sentiment d'identité grâce à son histoire de vie est une opportunité de pouvoir venir intégrer la fin de vie. Donc, vous l'avez compris, le passé est perçu comme une force motrice, pouvant à la fois entraîner la résurgence de conflits non résolus, tout comme pouvant permettre d'en tirer des apprentissages. On a deux processus qui s'en distinguent. Le premier est la réminiscence, c'est-à-dire que c'est l'évocation de souvenirs d'événements personnels passés qui apparaît dans le contexte relationnel et qui peut venir avoir plusieurs fonctions, comme par exemple le réveil de l'amertume, la réduction de l'ennui, donc dans le cadre d'une conversation, le fait de se préparer à la mort, de maintenir une certaine intimité avec ses proches, la résolution de problèmes ou bien même la transmission et l'apprentissage. En fonction de l'usage qu'il en sera fait, cela va venir avoir un impact sur la santé mentale de l'individu. L'autre processus qui apparaît est donc la rétrospective de vie. Donc ce terme-là a été développé par Butler en 1963. Donc vous voyez bien que son existence est assez vieille, enfin commence à devenir vieille. Il s'agit donc de l'évocation, là aussi, de souvenirs d'événements personnels, donc comme la réminiscence, mais là, ce qui va compter, c'est l'analyse que l'on va venir en faire. Il s'agit alors d'un processus mental, universel et naturel de réinterprétation de l'ensemble de l'existence. Donc, qui va aller du léger besoin d'explorer sa vie au désir profond de la comprendre. Il peut venir s'activer en réponse à une crise développementale, donc une crise par exemple de la trentaine, ou bien face à l'imminence de la mort. L'intégration d'événements de vie positifs et négatifs, ainsi que leur évaluation, vont permettre de restaurer une identité positive et de percevoir la vie comme un tout cohérent. C'est alors le sens personnel donné à ces événements de vie qui est pertinent dans la régulation du développement identitaire du sujet. Donc avec le recul, les gens découvrent que leur passé est une force d'inspiration et d'introspection, même face à l'adversité. La dernière période de l'existence n'est plus perçue comme une phase donc d'involution, on viendrait stagner, mais plus comme une période ultime de développement, avec ses processus et ses caractéristiques propres. Elle semble aussi intervenir dans le sentiment d'intégrité tel qu'il est défini par Erikson et qui est en partie lié au sentiment de satisfaction éprouvé lorsque les personnes vieillissantes font le bilan de leur vie. Donc il faut savoir que quel que soit l'âge, c'est le sentiment de vulnérabilité et l'approche de la mort qui entraîne la rétrospective de vie. Celle-ci implique d'affronter la mort tout en regardant derrière soi, permettant alors d'augmenter la conscience de soi, mais aussi d'augmenter ses compétences de flexibilité mentale. Une équipe a notamment travaillé sur ce thème-là en soins palliatifs. Il s'agit de l'équipe d'Ando, qui est une équipe japonaise. Par une approche mixte, il ressort que de leurs diverses études que cette thérapie soulage de manière significative la crise existentielle et spirituelle donc présente dans le processus de la fin de vie, et permet au patient de venir restaurer son identité face à la maladie, tout en renforçant son estime de lui-même. Il a également été observé que cela facilitait la quête de sens et réduisait les symptômes anxio-dépressifs. Dans la littérature actuelle, on a deux récentes revues systématiques et une méta-analyse qui ont démontré l'intérêt des thérapies axées sur le sens, dont fait partie la rétrospective de vie. En effet, donc, ces thérapies-là, elles viennent renforcer le sentiment identitaire et le sentiment de continuité, permettant alors de se rendre compte de tout ce qui a été accompli et d'intégrer différemment les conflits. Il en ressort que les patients qui ont été sujets à ces thérapies-là rapportent une grande satisfaction et aussi qu'il y a un effet significatif sur le sentiment de dignité.
Chez les patients atteints de cancer, cela peut être un moyen de communication et donc peut aider dans l'intégration des différents aspects émotionnels. Donner du sens, laisser une trace et préparer aussi sa mort, quand c'est le cas. Le but est alors de trouver dans le passé de l'inspiration et non plus de la rumination et des remords. J'ai également oublié de vous préciser un peu plus haut que dans la littérature française, à ce jour, et en l'état actuel de ce qu'on a pu voir, il n'y a pas d'études qui portent sur la rétrospective de vie en soins palliatifs. C'est surtout axé sur les sujets âgés. Venons-en donc à mon étude dont je vous parlais précédemment. Donc mon étude porte sur elle porte sur avait pour objectif de rendre compte donc, du cheminement psychologique des patients en fin de vie, en observant si la rétrospective de vie apparaissait spontanément dans leur discours et quelle était sa fonction. Donc c'était une étude transversale, exploratoire et qualitative. Elle a pu se dérouler sur 2 lieux, dans 2 services du CHU de Bordeaux, ainsi que sur un service d'une clinique bordelaise, celle où je travaille. Concernant la population, les critères d'éligibilité étaient les suivants. Étaient inclus les patients qui étaient en phase palliative symptomatique. C'est-à-dire que ces personnes-là, il leur avait été annoncé par le médecin traitant que les traitements curatifs étaient suspendus parce que justement la maladie progressait et que donc on était dans une prise en soin de confort. Il était également important que les patients soient en capacité physique et cognitive de faire un entretien et ils étaient aussi hospitalisés lors de l'entretien. A contrario, les critères d'exclusion concernaient les patients qui présentaient des troubles cognitifs et ou psychiatriques, mais aussi ceux qui n'étaient pas soulagés au point de vue de la douleur. Concernant la procédure, elle a reçu la validation d'un comité d'éthique avant de pouvoir débuter. Et donc, la première inclusion a pu se faire en décembre 2019. Elle était initialement prévue sur 3 mois, mais plusieurs difficultés ont été rencontrées, notamment la difficulté d'inclusion, dont je vous parlerai un peu plus tard. La période de Covid que vous connaissez tous, qui a eu des répercussions sur les services dans lesquels j'étais, mais aussi mon changement d'activité professionnelle. Au total, cette étude-là a duré 5 mois et demi. Voilà. Donc, après la validation du médecin référent pour que le patient puisse participer, on allait recenser donc l'accord des patients. Les entretiens avaient lieu dans leur chambre d'hôpital, sans la présence de leurs proches. Donc il s'agissait d'un entretien semi-directif basé sur une grille d'entretien qui avait été pré-testée auprès de 2 patients initialement pour pouvoir venir ajuster les questions. Le patient pouvait venir à tout moment interrompre l'entretien sans justification. Évidemment, il y avait un questionnaire qui portait sur les caractéristiques sociodémographiques et médicales, à savoir la pathologie, le motif d'hospitalisation qui vient aussi jouer sur le vécu du patient, la date d'arrêt des traitements curatifs et la mise en place des soins de confort et aussi quels étaient ces soins de confort proposés. La durée moyenne de ces entretiens était d'une 30aine de minutes. Je tiens aussi à vous préciser que la majorité des patients qui ont été inclus dans cette étude, j'avais pu les rencontrer soit plus tôt au cours de leur hospitalisation, avant que la fin des traitements curatifs ne leur soit annoncée, ou bien lors de précédentes hospitalisations. Sur 20 patients qui ont pu être éligibles, on a 9 patients qui ont été inclus. Il s'agissait donc en totalité de femmes de 60 à 90 ans et elles étaient toutes atteintes de cancer. Par rapport aux réalités du terrain auxquelles il a fallu faire face, dont je vous parlais avant des difficultés d'inclusion. En effet, la précarité de l'état physique des patients rend difficile, en tout cas a pu venir rendre difficile la réalisation d'entretiens, simplement dû au fait qu'à leur arrivée à l'hôpital, les symptômes étaient trop importants ou que la dégradation physique entraînait une perte de conscience. Il est également arrivé que la période de latence entre la validation médicale et la réalisation de l'entretien, qui était sur plus ou moins 1 jour,
faisait que les patients s'altéraient significativement et qu'il n'était plus envisageable ou raisonnable même de leur faire passer un entretien. Aussi, certains patients ont été sujets à des symptômes importants durant l'entretien, comme de la dyspnée, de l'asthénie, ce qui a demandé une certaine adaptabilité. Et aussi, la présence de ces patients dans les services était variable en fonction des périodes. Cependant, voilà, ce temps-là est un accès privilégié car on est au plus près de la mort des sujets. En l'état actuel de la recherche, comme je vous le disais plus haut, l'analyse thématique est en cours pour nous permettre de venir répondre à notre objet de recherche. Par la suite, donc, ces résultats vont nous permettre d'opérer certains réajustements importants pour la suite de notre étude, qui, elle, portera sur la mise en place d'une étude interventionnelle basée donc, sur la rétrospective de vie, qui débutera à la fin de l'année et qui est inspirée des travaux d'Ando dont je vous parlais plus haut. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je reste disponible si vous avez des questions. Voilà. Est-ce que vous m'entendez toujours ou pas? Je vous Oui, entends pas. Oui, oui, ah d'accord, j'ai eu peur. oui, oui, pourtant on t'entend. Euh, Élodie s'est absentée 2 minutes. D'accord. Je regarde dans le chat. C'est des questions? Oui. Pardon, excusez-moi. J'avais dit m'absenter 2 minutes. Pas de souci. Alors, est-ce que nous avons des questions? Non, pas encore. Merci beaucoup, Constance, pour cette présentation. Je voulais te demander. D'accord. Je voulais te demander si tu avais connaissance des travaux et des dispositifs qui existent autour de la biographie hospitalière. Est-ce que c'est quelque chose que tu connais? Voilà. Si jamais, je pense que ça pourrait être quelque chose d'intéressant à aller regarder. Il y a une étude en particulier qui a été faite au centre hospitalier de Chartres pour évaluer l'impact de cette proposition auprès de patients en cancérologie. Donc, pour ceux qui connaissent, c'est une démarche qui consiste à proposer à des patients d'écrire leur biographie, donc lors d'entretiens avec une biographe qui est spécialisée dans ce domaine-là et auprès de ces populations-là. Et voilà, et leur biographie ensuite leur est remise sous forme de livre. Alors si le patient est décédé, le livre, un exemplaire est remis aussi à leurs proches, s'il y a l'accord du patient pour ça. Mais je pense qu'il y a là des choses à regarder très intéressantes du côté de la notion de rétrospective de vie et de aussi, en l'occurrence là, pour la biographie hospitalière, de la trace qu'on veut laisser par rapport à cette rétrospective et cette biographie qui se fait à ce moment-là de la vie et de l'avancée de la pathologie du cancer. Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est assez empreint de ça. En tout cas, c'est dans la même lignée. Ça me fait penser à tout ce qui est de l'ordre de la logothérapie, qui a pas mal été développé par Frankel. À ce sujet, donc, des biographes, il y a un reportage, un documentaire qui a été fait très intéressant on suit la biographe qui recense du coup et qui recueille plutôt toute l'histoire de vie des patients. Et c'est vrai que c'est un peu dans cette lignée-là. Donc là, on est plus sur quelque chose de l'ordre de la réminiscence, où on recueille simplement ses propos. Là, le but de la future étude que je souhaiterais faire, ça serait vraiment de l'analyser, de pouvoir l'intégrer dans l'histoire du sujet. Et également, il y aurait aussi la conception d'un album à la fin de cette thérapie, où le proche viendrait concrétiser en fait son histoire de vie, le mettre sur papier avec un proche. Donc c'est c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se font en ce sens-là actuellement. Si jamais tu as besoin, moi je connais bien Valéria Meleski qui travaille à Chartres, justement, c'était peut-être ça le reportage que tu as vu. Si jamais tu as besoin d'être en contact ou de la contacter, voilà, ça pourrait être. N'hésite pas à Ah, me demander, je les connais bien. Ouais. d'accord, ok, ben merci beaucoup. Oui, je reviendrai vers toi alors pour te demander ça. Alors, les questions dans le chat. Manon pose cette question, comment est-ce que
tu as vécu personnellement cette recherche, c'est-à-dire travailler aussi près de personnes en fin de vie sur des questions aussi personnelles et intenses? Est-ce que ça n'a pas été trop dur? Euh, alors, on me pose souvent cette question-là, et je crois que tous les psychologues qui travaillent en soins palliatifs y sont confrontés. Euh, Comment y répondre? Alors, en effet, alors, c'est des services dans lesquels je travaille. J'ai fait aussi mes stages dans ces services-là. Euh, Évidemment, il y a eu des moments où c'était peut-être plus difficile que ça, mais pas par rapport en tout cas, à la question de recherche, mais plus parce que voilà, des fois, ben, la relation avec certains patients se fait autrement. Il y a d'autres choses qui se jouent. Euh, donc, ce qui a pu, voilà, avoir un impact, j'imagine. Après, ce qui a été étonnant, c'est surtout comment ça a été reçu par les patients. Et j'ai été agréablement surprise de constater en fait qu'ils étaient plutôt, ils ont apprécié en fait de participer à ça, qu'on leur propose de participer à cet entretien-là. Je me souviens d'une patiente qui était très touchée et qui me disait, bah, écoutez, je vous remercie de me faire confiance. Je ne pensais pas que je pourrais venir bah, vous aider dans votre travail de thèse alors que je suis en fin de vie. Enfin, voilà, c'est dans des moments comme ça aussi qu'on se dit que c'est important de travailler avec ces personnes-là. Voilà, je ne sais pas si je réponds trop à la question de Manon. Euh, une autre question. Ah, je vois qu'il y en a, il y en a beaucoup. Alors, peut-être que moi aussi, peut-être Constance. À ce stade de votre étude, avez-vous déjà des résultats préliminaires? Mm. Oui, alors on a commencé à le faire. Là, ce qui nous a paru assez intéressant, c'est vraiment comme je vous le disais, donc j'ai changé de lieu d'activité, je suis passée du CHU à une clinique et j'avais l'impression d'avoir deux profils complètement asymétriques chez les patients. D'un côté, les patients que j'ai pu rencontrer à l'hôpital étaient dans une souffrance extrême, avec énormément d'angoisse de mort, des douleurs physiques euh, qui semblaient chez elles se majorer et qui étaient insoutenables. Et donc, il rapportait des réminiscences de l'ordre du trauma. Euh, Alors que chez les personnes que j'ai pu rencontrer à la clinique, euh, on était dans, certes, une tristesse qui était tout à fait légitime au vu du contexte, mais elles étaient aussi dans une certaine forme peut-être de détachement, ou elles étaient dans une attitude de préparation à leur fin de vie. Euh, voilà, la dame dont je vous parlais tout à l'heure avait préparé ses affaires, ses obsèques, le notaire, et donc elle avait plus l'impression d'être dans une certaine forme de sérénité, si je puis dire. Enfin, en tout cas, c'était les termes qu'elle utilisait par rapport à cela. Donc, on a déjà, dans un premier temps, cherché à comprendre qu'est-ce qui faisait ce distinguo aussi fort. Et je crois, là aussi, je ne peux pas vous l'affirmer, mais c'était que les personnes que j'ai pu rencontrer à la clinique étaient donc des femmes qui avaient toujours été dans une certaine introspection d'elles-mêmes, un travail qu'elles faisaient couramment bien avant que d'être confrontées à leur fin de vie. Et elles avaient aussi pensé à la mort avant d'y être confrontées aussi près. Voilà. Une autre question. Avez-vous évalué l'impact de ce travail rétrospectif sur les prospectives du malade, donc sur voilà, sur plutôt les aspects prospectifs pour sa fin de vie, par exemple, directives anticipées, ou ses dernières volontés, ou souhaits, ou désirs pour ses instants ultimes. Donc, est-ce que ça fait partie de ta recherche de savoir justement quel est l'impact? Est-ce que ça modifie finalement après sur les représentations des personnes et comment ça s'exprime, notamment à travers, par exemple, des directives anticipées ou la modification de certains souhaits de fin de vie? Mm. Alors, non, ça fait pas partie de l'objet de ma thèse, mais c'est vrai que ça serait un axe très intéressant à pouvoir observer. Là aussi, je peux parler qu'en termes d'exemple des patients que j'ai pu voir. Euh, une patiente me disait que
elle, le fait d'avoir fait ça, donc, et même c'était un travail qu'elle avait engagé en amont de cet entretien-là, euh, se disait que voilà, elle avait tout finalisé, elle s'était un peu, comment dire, elle avait changé certaines choses par rapport à son testament notamment, parce qu'elle avait pu, ce temps d'hospitalisation avait pu permettre de régler certains conflits qu'elle avait avec un membre de sa famille. Mais en tout cas, ça serait à faire dans la continuité de mon travail de thèse, je pense, d'explorer les aménagements ou les changements sur les prospectives de la fin de vie du patient, pour le patient. Mhm. Alors, il y a une dernière question. Merci Constance pour cette belle présentation. Est-ce qu'on évalue la temporalité de l'anticipation et les ressources disponibles pour anticiper sa fin de vie et sa mort? Je sais pas si... Euh, non, alors est-ce qu'on évalue la temporalité de l'anticipation? Non, les ressources disponibles pour anticiper sa fin de vie. Non, là vraiment, moi je me centre exclusivement sur là en l'état actuel, à cet instant T, pardon. À quoi pensez-vous? Donc, si ça apparaît dans le discours, cette anticipation, cette préparation, très bien, mais en tout cas, c'est pas quelque chose que je vais évaluer directement. Je sais pas si ça répond à ta question, Olivier. Encore deux questions. Ah oui, il faut que je descende. Vous avez réalisé les entretiens auprès de patients que vous connaissiez au préalable. Cela est-il un choix méthodologique? Euh, oui et non. Enfin, en tout cas, je sais que ça peut venir être considéré comme un biais, mais en même temps, je trouve que c'est peut-être plus facile pour les patients d'aborder cette question-là avec quelqu'un, en tout cas un psychologue qui le connaisse. Alors évidemment, je suis un peu, certaines de mes questions peuvent être un peu plus induites, mais j'étais vigilante à rester le plus en retrait de cela, donc ça les forçait quelquefois à venir répéter certains axes qu'on avait pu aborder lors d'entretiens. Et voilà, donc c'est à considérer, mais après, je pense que ça peut être perçu comme un choix méthodologique en faveur du patient. Et même moi, personnellement, je pense que j'étais plus à l'aise avec le fait de proposer cet entretien-là à des patients que je connaissais. Voilà. Effectivement, méthodologiquement, c'est des choses qu'il faut préciser pour le compte. Ouais. Mm, mm, mm. Alors, encore une question. Votre travail ne nécessite-t-il pas une conscience de son pronostic? Autrement dit, qu'en est-il des personnes qui sont aussi dans le déni de leur pronostic par rapport à leur fin de vie? Alors, comme je vous le disais, dans les critères d'inclusion, ce sont des patients à qui on a annoncé l'arrêt des traitements curatifs. Donc, la parole médicale a été posée concernant la maladie. Après, c'est justement ça qui est important. Il y a une patiente qui est dans le déni de son pronostic et ça compte tout autant que si elle l'avait considéré, entendu ou si elle était dans une autre façon de penser sa fin de vie. Et donc, ces personnes-là sont aussi inclus, bien qu'elles soient dans le déni, parce que ça compte, ça fait partie des défenses qui peuvent être retrouvées chez les personnes en fin de vie. Et aussi, je voulais rajouter, pardon, peut-être quelque chose. Dans les études qu'on a pu lire sur la rétrospective de vie, on demandait en fait aux patients, aux médecins de venir quantifier, projeter la fin de vie, la mort de la personne. Est-ce qu'il lui restait plus 6 mois, moins de 6 mois? En tout cas, pour moi, c'était pas possible enfin, ça m'était difficile de poser ça à mes collègues médecins. Donc, c'est pour ça que j'ai préféré m'axer sur la phase palliative, symptomatique, qui est plus cette phase à un instant T et qui nécessite pas, ça met toujours les médecins en difficulté en fait de devoir déterminer la date de décès d'un patient. Et une dernière question qui vient dans le chat. Merci pour la présentation. Comment fais-tu pour recueillir des éléments de rétrospective de vie lorsqu'elle est discutée avec les soignants de manière non formelle, pendant les repas, la toilette, etc.?
Là encore, je reste que sur l'instant T, où ce n'est pas pris en compte. C'est la façon dont ils pouvaient venir en parler avec mes collègues soignants. Donc c'est plus, voilà, une des questions que je leur posais, c'était, ben voilà, quand vous êtes seul dans votre chambre, ben, à quoi vous pensez, tout simplement. C'était de cet ordre-là. C'était ça qui m'intéressait. D'accord, ok. Alors, je vois qu'il est midi moins 5, donc c'est bien, on est dans les temps. Il nous reste 5 petites minutes. Moi, je voulais rebondir sur ce que tu as dit par rapport aux difficultés d'inclusion que tu as pu rencontrer. Et une en particulier qui me fait rebondir sur autre chose, donc c'est pour ça que je parle de celle-là en particulier, c'est sur la période de latence qu'il peut y avoir parfois entre la validation médicale pour inclure une patiente éligible et donc le temps de réalisation de l'entretien. Tu dis, il peut y avoir parfois une journée ou peut-être des fois plus, j'imagine. Et du coup, ça me pose la question, enfin, je voulais poser cette question-là, alors pas forcément qu'à toi, mais peut-être aussi à tous les intervenants de ce matin, mais on pourra en reparler peut-être à la fin de la journée aussi, sur un peu les contraintes que vous pouvez rencontrer en termes d'inclusion pour ceux qui font un travail sur le terrain, et notamment la place et le positionnement du médecin par qui il faut passer pour pouvoir avoir accès aux personnes que vous voulez voir en entretien, par exemple. Ça, je vous glisse cette question à l'oreille. Je ne sais pas si on peut en parler maintenant ou si on la garde pour la fin de la journée, mais ça me fait penser à la question aussi des contraintes réglementaires. Constance, tu nous as dit que tu avais eu l'avis d'un comité d'éthique, et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on pourrait discuter tous ensemble, aussi en tant que doctorant et peut-être plus précisément en tant que doctorant en sciences humaines et sociales, voilà, pour ceux qui sont en sciences humaines et sociales. Comment est-ce que vous avez encadré votre recherche d'un point de vue réglementaire? Est-ce que vous avez eu recours à l'avis d'un comité d'éthique? Si oui, quel comité d'éthique? Est-ce que c'est des comités d'éthique des établissements hospitaliers, ou est-ce que vous avez peut-être la chance, il y en a peu, mais d'en avoir au niveau universitaire ou dans les universités? Et si oui, comment se passe un peu toute la question des démarches réglementaires et comment est-ce qu'on rentre ou pas dans le cadre de la loi Lajardin quand on est doctorant en sciences humaines et sociales? Donc voilà, et parce que de ça peut parfois aussi découler un protocole de recherche, etc., qui va impliquer le passage, je ne sais pas comment dire, qui est cette validation médicale des personnes à inclure. Parce que parfois, voilà, il faut passer par un médecin. Alors, c'est peut-être pas que pour des questions réglementaires, ça peut être pour d'autres considérations éthiques qu'on peut comprendre, effectivement, d'avoir une validation du médecin qui prend en charge la personne que vous voulez voir en entretien. Je ne sais pas si tout ça est très clair, mais peut-être pour les intervenants de ce matin, c'est déjà sur cette question de la réglementation et de l'articulation avec les validations médicales pour les inclusions. Est-ce que vous avez des choses à nous dire? Constance, vous vouliez peut-être répondre déjà de votre partie à vous? Déjà, c'est vrai que... Ok, on fait comme ça. Ça sera rapide. Donc, en effet, c'est assez prenant, assez chronophage, tout ce qui est de l'ordre de l'administratif et de la réglementation. Pour la seconde étude là, que je vais faire, j'ai eu un CPP qui a dû être fait. Et en amont, là, pour l'étude que je vous ai présentée, il a fallu présenter du coup ce projet-là sous la forme d'un dossier au comité d'éthique. Et par rapport au travail avec les médecins, vu que je suis dans une structure qui est plutôt petite, on va dire, je peux facilement avoir accès à eux. Donc, il s'agit de bien coordonner tout ça, de passer le coup de fil au bon moment ou d'aller toquer à leur bureau au bon moment pour que perdre le moins de temps possible, en tout cas, entre le moment où c'est OK pour le médecin et que je puisse aller voir le patient. Voilà, je vous laisse la parole, Marthe. Merci. Oui, je voulais dire parce que je pense que c'est pour tous les doctorants une part très importante en fait de la thèse, hein, les autorisations éthiques et déontologiques et légales, hein, tout ça à la fois. Et donc en effet, on passe devant un CPP, un comité de protection des personnes, pour avoir voilà un aval comme quoi notre étude ne porte pas de préjudice à la personne qu'on étudie. Et après, à l'intérieur des établissements hospitaliers, il y a aussi un passage devant ce qu'on appelle, nous en tout cas à l'Institut Bergonié, un comité CHS, comité Sciences humaines et sociales,
qui valide aussi voilà, notre étude pour qu'elle soit autorisée au sein de l'hôpital. Et je vous passe l'autorisation au CCT-IRS et à la CNIL, qui sont des administratifs tout aussi importants pour le travail de thèse, puisqu'on ne peut pas recueillir de données sur les personnes et les mettre dans l'informatique où tout le monde peut avoir accès. Donc, ça demande beaucoup d'investissement en temps. Voilà. Et alors, comment ça se passe justement? Est-ce que vous êtes accompagné par des services soit par votre laboratoire, soit par des services de l'université pour vous accompagner dans toutes ces démarches-là, ne serait-ce que pour savoir comment classer l'étude et savoir si elle doit passer devant un CPP ou pas, si elle doit passer simplement devant un comité d'éthique, et pour toutes les démarches CCT-IRS, CNIL, etc. Comment vous vous sentez par rapport à ça? Est-ce que vous êtes un peu isolé par rapport à ça? Vous devez faire toutes ces démarches seul, ou est-ce qu'il y a vous avez dans l'encadrement, vous pouvez bénéficier des aides de ce côté-là? Constance, peut-être vous vouliez. Au CHU, donc c'est là où j'ai créé j'ai la mise en place des protocoles et des dossiers pour le CPP, pour le comité d'éthique médicale. On a une unité de recherche en sciences sociales, donc où une personne vient nous aider. Où voilà, on a pu beaucoup, heureusement qu'elle était là. Et il y a aussi mes directeurs de thèse avec qui on a pu voilà faire tout ce travail de rédaction. Et voilà. Et après, c'était dans la clinique où je suis, c'était une présentation auprès de tous les médecins du directeur, voilà, pour leur présenter l'objet de la thèse. Je vous laisse la parole, Marthe. Ah oui, je voulais dire que le laboratoire, la faculté aide, hein, il y a un service qui est dédié à toutes ces démarches. Oui. Donc on est aidé, les directeurs de thèse nous aident aussi. Au sein de l'hôpital aussi, c'est une aide. Je regarde la question là de Roger Taille. En fait, il ne s'agit pas de convaincre les médecins, puisque ce sont des comités qui sont pluridisciplinaires. Que ce soit les CPP ou les centres de sciences humaines et sociales, ce sont au contraire, il y a vraiment toutes les professions qui sont représentées. Par contre, oui, en effet, Roger Taille, je pense que c'est Constance qui a dû avoir l'aval du médecin parce qu'elle s'adressait à des patients vulnérables en fin de vie. Peut-être ça rejoint plus votre recherche à vous, Constance. Oui, c'est ça. Enfin, de toute façon, c'était même impensable de faire sans eux, enfin sans les médecins, quoi. Manon, est-ce que tu es encore là? Parce que pour rappel, quand même, effectivement, toute la réglementation s'applique aussi à la personne humaine, donc pas nécessairement les patients. Donc même si on rencontre pas des patients dans le cadre des recherches, on doit aussi suivre cette réglementation-là. Alors je sais pas si non, peut-être que Oui, je suis toujours là. Concernant, donc, j'ai bien écouté tout ce que vous avez dit, mais vous vouliez que j'apporte une précision sur quelque chose, enfin, par rapport, parce que moi, enfin, peut-être que la question d'éthique se pose moins pour moi. Je vous écoute. Oui, mais c'était pour savoir si justement par rapport à la réglementation et la loi qui encadre la recherche sur la personne humaine, donc dans le cadre de ta thèse, est-ce que tu as aussi effectué des démarches réglementaires pour encadrer cette recherche du moment que tu fais des entretiens que tu vas réaliser des entretiens avec des personnes? Pas du tout, non, en anthropologie, enfin, en tout cas, moi, je n'ai jamais été confrontée à des questions réglementaires telles que mes consoeurs qui ont pu en faire part. Nous, la seule chose, c'est d'un point de vue éthique, on se doit d'anonymiser en tout cas l'identité des personnes avec qui on va s'entretenir, et puis généralement aussi d'anonymiser la ville peut-être dans laquelle on va faire nos études, mais ça reste presque une convention, enfin un ordre moral professionnel en fait, plus que vraiment une réglementation précise qu'on doit suivre. Ok, d'accord. Alors qu'en soi, effectivement, même une recherche telle que la tienne devrait faire l'objet effectivement du suivi de ces démarches-là. Donc, c'est effectivement peut-être que des disciplines comme la psychologie ou dès qu'on va vers, en tout cas, des services hospitaliers et des patients, on a plus l'habitude de remplir les conditions pour répondre à ces démarches réglementaires. Mais Pardon, je vous coupe, dans le chat en privé, il y a
un socio-anthropologue qui peut répondre également pas de CPP ni de comité d'éthique, ou alors c'est précisément demandé par un financeur. D'accord, mais comme la loi sur la recherche porte sur la personne en général, normalement, même classé hors loi Jardin, alors c'est vrai qu'on n'a pas obligation de passer devant un comité d'éthique. En revanche, il y a quand même l'obligation de faire une information et de recueillir la non-opposition des personnes qui participent aux entretiens, par exemple. Et puis, il y a aussi une démarche auprès de la CNIL, ne serait-ce qu'une déclaration simple à la CNIL pour le recueil des données et la constitution de bases de données relatives à des données issues d'une recherche de personne. Mais sinon, oui, effectivement, il n'y a pas de... Enfin, tout dépend du classement de l'étude. Donc, c'est pour ça que c'est des questions qui sont un petit peu... qui sont un peu délicates parce qu'il faut-il avoir quelqu'un qui peut nous aider à savoir où est-ce qu'on se classe si on est dans le cadre de la loi Jardin ou hors du cadre de la loi Jardin. Et en fonction de ça, en découlent différentes démarches. Bien, mais bien, alors je vois que c'est... Après, il y a des études en psychologie, pardon, il y a des thèses en psychologie qui n'ont pas eu accès, enfin, qui n'ont pas été devant un CPP, devant des comités d'éthique. Après, ça dépend beaucoup, comme dit Julien Coste, c'est très vaste et ça dépend beaucoup des directeurs de thèse, des sujets de recherche. Voilà. Il y a une grosse hétérogénéité, mais je pense que c'est une plus-value, en tout cas pour les sujets en psychologie, hein, je parle, voilà, d'avoir des garants un peu de ce qu'on peut faire. Tout à fait. Pour penser aussi les futures publications, ça dépend aussi des revues dans lesquelles on veut publier, mais très souvent, l'avis du comité d'éthique. Donc, même si ce n'est pas obligatoire d'un point de vue légal de le faire, quand par exemple on est hors loi Jardin, ça peut toujours être un plus, notamment pour des futures publications. Effectivement, vaste sujet, comme je l'ai dit dans le chat. Et puis, pour terminer peut-être cette matinée, mais il y a une autre question aussi qui m'intéresse, et on ne va pas en parler là, mais peut-être pour des prochaines journées doctorales, peut-être thématiques. Mais c'est une question qui a été posée à Constance, je crois, sur le vécu personnel en tant que chercheur, jeune chercheur et doctorant, de votre vécu justement de la confrontation à des questions liées à la mort ou à la fin de vie, et quel impact ça peut avoir sur vous d'un point de vue personnel, c'est-à-dire comment est-ce qu'on est impacté par son propre sujet de recherche, et aussi quel impact ça a d'un point de vue méthodologique dans votre travail. C'est-à-dire qu'on peut des fois ça peut quand même des fois être très perturbant, et c'est des choses qui sont voilà, pas toujours simple à vivre. Donc, savoir s'il peut y avoir aussi une forme de supervision, bien évidemment, avec vos directeurs de thèse, mais aussi peut-être avec d'autres personnes sur le terrain. Et puis, quel impact méthodologique ça peut avoir. C'est une question, voilà, juste qu'on ne va pas en parler maintenant, mais que je garde en tête en me disant que ce serait intéressant de se pencher sur cette question-là et de l'approfondir peut-être à l'occasion d'une autre rencontre. Je pense il est 12h06, c'est bien. On va se quitter pour le temps de midi. Et on se retrouve à 14h. Merci à tous les intervenants du matin, c'était vraiment très bien. Alors c'est vrai qu'on aurait envie d'être ensemble et puis de pouvoir déjeuner ensemble et continuer de discuter. Et bon, voilà.